Merci, bonjour à tous. Je suis vraiment désolée pour ma voix, j'espère que ça va quand même passer. Donc, on va essayer de travailler sur la pratique de l'évaluation par compétences. On ne va pas aller rentrer dans vraiment le menu, mais vous donner quand même une idée un petit peu globale, parce que ça reste encore un peu flou, et on va voir qu'il y a des raisons que ça reste flou, parce que c'est assez complexe. Les enjeux qu'on donne à notre DES, déjà, il faut se poser la question, on a décidé qu'il y a un DES de médecine générale pour former des professionnels. On dit souvent que c'est une école professionnalisante, que c'est un troisième cycle professionnalisant. Donc l'important, c'est qu'ils arrêtent d'être des étudiants professionnels, entre guillemets, pour devenir des futurs professionnels, et qui se positionnent dans une identité professionnelle qui n'est pas forcément innée, on va dire. Quand ils arrivent dans le cursus, ils n'ont pas forcément cette idée de qu'est-ce qu'ils vont faire comme métier, à quoi ils servent dans la société, enfin à quoi ils serviront dans la société, quelles sont leurs missions. C'est important de leur expliquer ça pour savoir pourquoi il va falloir développer des compétences. Parce que le lien entre les tâches, les missions qu'ils vont avoir à réaliser et les compétences à développer pour y arriver n'est pas forcément clair pour eux d'emblée. D'autant que ce n'est pas toujours clair non plus pour nous. Donc, vous le savez, notre discipline a un champ extrêmement vaste, donc on ne peut vraiment pas rester sur les idées d'objectifs, de listes d'objectifs pour couvrir l'ensemble du champ de la médecine générale. Et du coup, l'approche par compétence est complètement en adéquation en fait, avec la formation de nos internes, puisque du coup, ils vont pouvoir justement développer en situation les différentes compétences dont ils auront besoin. Et nous, notre rôle, ça va être beaucoup au cours de ce DES, de leur permettre d'acquérir justement les différentes ressources. Je vais revenir un petit peu à ce que j'entends par ressources, qui vont mobiliser, qui vont combiner pour pouvoir développer leurs compétences en situation. Et ça entraîne pas mal de dilemmes parce que une des premières choses qu'on me dit souvent, je dis bah oui, là on vous parlait compétences, mais du coup on ne s'intéresse plus aux connaissances. C'est comme si on n'avait plus besoin d'avoir de savoir, entre guillemets, alors qu'en fait, par définition, ces savoirs, ces habiletés, ces savoir-faire sont ce qu'on appelle des ressources internes à l'étudiant, et qu'au contraire, il va falloir continuer d'aller chercher les connaissances, les savoirs, les savoir-faire, etc., pour qu'ils puissent apprendre à les mobiliser. Et l'important, c'est qu'ils puissent le faire en les ayant intégrés en mémoire à long terme, et pour ça, c'est travailler en profondeur, de manière réflexive, pour qu'ils puissent les retransférer dans les situations nouvelles. Une autre peur qu'il y a aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, le champ de la médecine est très vaste, et si on veut mettre la médecine générale, si on veut mettre des objectifs sur l'ensemble des situations possibles et imaginables de la médecine générale, on ne s'en sortira jamais. Or, on a quand même un petit peu l'angoisse de se dire, mais si on n'a pas tout fait, si on n'a pas tout checké, si on n'a pas tout coché, est-ce qu'on est sûr qu'ils ont tout vu, tout compris, tout appris ? Alors qu'en fait, on se rend compte que dans l'approche par compétence, la validité ne va pas être de tout cocher, tout faire et tout compléter des tableaux, mais plutôt de multiplier les sources d'évaluation, les sources de formation, les situations différentes, pour permettre qu'à partir de tâches complètes, complexes, authentiques, l'interne peu à peu construise sa compétence. Alors, il y a une image que j'aime beaucoup, qui est de François Georges, je l'avais vue dans une formation sur Portfolio, donc qui est un collègue de Marc Oestengen, puisque c'est un collègue belge de Liège, qui avait travaillé avec Poumet et Tardif en 2014 pour donner cette image-là de la compétence. C'est le cube. Alors pourquoi le cube ? Parce qu'il a cette particularité de ne pas pouvoir être regardé de tous les côtés à la fois. On est obligé de le faire tourner, on est obligé de chercher d'autres moyens d'apprécier les différentes faces. Et François Georges disait que voilà, ça se donne à voir, mais jamais dans sa totalité en même temps. Ça peut être perçu et interprété différemment par différents évaluateurs, mais néanmoins, il peut y avoir certains invariants qui peuvent justement permettre de créer des outils d'évaluation. Alors moi, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin, parce que je me dis, le cube, c'est bien, mais le cube, des fois, il peut être un peu plus complexe. Donc par exemple, comme celui-là, en disant que finalement, il va y avoir des facettes différentes et qu'à l'intérieur de ces facettes elles-mêmes, il va y avoir une complexité. J'en ai trouvé encore un peu plus sympa, qui va encore plus loin. Alors je ne le connaissais pas celui-là, je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé. Mais voilà, l'idée c'est qu'il va falloir tourner, mobiliser, combiner tout ça, et que par essence, ça va être très compliqué d'arriver à évaluer ça.
La meilleure méthode, enfin ce qui est dit dans la littérature, c'est vraiment de multiplier d'une part les différentes situations avec différents outils, différentes ressources. Donc là, je vous ai donné des idées de, voilà, l'interne, il va être en supervision directe, en supervision indirecte, il va être confronté à des situations auxquelles il ne comprend rien, il va aller réfléchir en lisant, en s'instruisant, entre guillemets, en termes de savoir. Il va éventuellement commencer, pendant la situation, à réfléchir, à trouver des solutions, et puis à les retransférer pour agir de façon efficace. Et à ces différentes situations vont aussi intervenir différents évaluateurs. Et l'intérêt justement de la validité de l'évaluation, c'est qu'il y aura toutes ces évaluations différentes à différents moments qui vont se croiser et qui vont permettre, au bout du compte, d'analyser le niveau de l'interne. Et donc voilà, je vous ai mis les évaluateurs qui peuvent intervenir aussi bien pendant que l'interne réfléchit à ce qu'il fait en stage, au moment où il essaye de trouver des ressources, il peut être aidé à la faculté dans des groupes ou dans des séances interactives. Il peut être aidé en supervision directe où on peut l'aider à avancer devant une situation qu'il ne comprend pas, ou au contraire l'encourager quand il a trouvé des situations, des stratégies, je veux dire, efficaces pour lui expliquer qu'il est arrivé où il faut. Et puis aussi, l'évaluation va se faire à distance de façon, on va dire, indirecte, à partir de ce qu'on appelle le portfolio. Vous avez a priori tous entendu parler de cet objet, qui est un recueil organisé de différentes traces écrites d'apprentissage, et l'évaluateur, à travers justement les traces de la réflexivité de l'interne sur ce qu'il aura appris et compris, apportera aussi un niveau d'évaluation différent. Donc là, vous voyez qu'il y a vraiment des évaluations en stage, hors stage, des auto-évaluations, des évaluations entre pairs, des évaluations avec les tuteurs ou les mentors, et que c'est l'ensemble de tout ça qui peut être justement intégré dans le portfolio qui amène le niveau de compétences. Donc on va avoir différentes choses sur lesquelles s'appuyer pour créer des outils, puisque du coup, on dit, bon d'accord, il faut évaluer, mais on se base sur quoi? Donc évidemment, déjà, la première chose, c'est notre fameuse marguerite, même si le terme souvent est remis en cause de la marguerite. En tout cas, l'idée d'avoir ces 6 compétences qui sont jointives, si je puis dire, enfin, qui se superposent et qui sont utilisées quasiment dans chaque situation par le professionnel. Et puis il y a aussi les 11 familles de situations. Alors peut-être qu'elles sont un petit peu moins intégrées parce que finalement, même si elles ont été publiées en même temps que les compétences, elles ne sont pas forcément appropriées partout, mais elles permettent de recouper globalement toutes les situations professionnelles qu'on trouve en médecine générale. Alors je dirais juste un tout petit mot, c'est que je suis dans une recherche actuellement autour des familles de situations rencontrées dans les journaux de bord, ça se passe. Et il y en a une qu'on n'a pas réussi à trouver, c'est les situations de prévention chez l'adulte, mais bon, ce sera peut-être à réfléchir de l'ajouter quelque part. Et puis il y a aussi la réforme du DES qui arrive, Christian va en parler de façon plus détaillée tout à l'heure, mais évidemment les stages et la mise en situation en stage va être un élément hyper important de la certification parce que les moyens qu'on va mettre d'évaluation en stage, c'est-à-dire la formation des maîtres de stage, qu'ils soient hospitaliers ou ambulatoires, la formation à l'évaluation, va permettre, comme je disais tout à l'heure, de documenter peu à peu la construction des compétences de l'interne. Alors on peut utiliser aussi, puisqu'il existe un référentiel de niveau, donc je vous renvoie au niveau de compétences qu'on a publié dans Exercer. Donc je vais revenir dessus sur les 3 niveaux, mais le novice, l'intermédiaire et le compétent, qui a été détaillé en ce qu'on appelle des descripteurs, donc qui décrivent chaque niveau de chaque compétence, voire même avec des indicateurs. Donc là, on parle un peu dans du vocabulaire pédagogique, mais globalement, c'est des indices, on va dire, visibles, observables, qui permettent à l'évaluateur de vérifier qu'effectivement l'interne est à ce niveau-là. Et puis, bien sûr, il faut créer des outils critériés. Alors, ce qu'on appelle outils critériés, ça veut dire, en général, des grilles qui permettent à chaque évaluateur d'avoir le même type de critères pour évaluer un item donné.
l'idée étant d'essayer de limiter, on va dire, la différence interévaluateur. Là, je vous donne, pour exemple, parce que je la connais un peu, la grille Île-de-France pour la validation des stages. Alors, je ne vais pas vous mettre toute la grille, mais juste une partie pour vous montrer une petite idée. Donc c'est une grille qui sert dans tous les stages, qu'ils soient hospitaliers ou ambulatoires, pour valider la maquette en Île-de-France. Donc on demande à l'évaluateur, actuellement, pour 6 compétences, d'évaluer un certain nombre d'items, et chacun, je vais vous montrer après, son critérié. Donc par exemple, pour le premier recours urgence, il faut qu'il puisse évaluer si l'interne présente des aptitudes diagnostiques, des aptitudes thérapeutiques, des aptitudes à gérer l'urgence et les soins non programmés, et est capable d'exécuter les gestes les plus fréquents. Donc pour cette première, par exemple, présente des aptitudes diagnostiques, il y a qu'est-ce que c'est le critère pour dire qu'il est insuffisant, qu'est-ce que c'est le critère, alors je ne vais pas vous lire tout, mais bon, je vous laisse regarder un petit peu. Ça permet en fait à l'interne lui-même de s'auto-évaluer, c'est-à-dire est-ce que je peux dire que mon examen est assez précis, est-ce que je connais les maladies à peu près correctement, est-ce que je fais une analyse correcte des données, et à l'hétéro-évaluateur aussi de donner son avis. Ce qui permet que, alors je vous dirais franchement qu'en hospitalier, je ne suis pas très sûre qu'ils s'intéressent beaucoup aux critères, ils ont tendance à dire c'est bon, c'est pas bon, mais si on s'intéresse aux critères, c'est souvent très intéressant pour les internes, parce que vraiment, souvent, eux, ils n'osent pas dire qu'ils sont satisfaisants, ou voire même, ils n'osent pas dire qu'ils sont intermédiaires, alors que quand on va voir le critère, je dis, mais regarde bien, on ne peut pas dire que ton examen est imprécis et superficiel, tu examines correctement. On ne peut pas dire que tu as des connaissances mal organisées. Enfin, moi, j'ai surtout des SASPAS, donc heureusement, ils n'en sont pas là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le critère va permettre entre évaluateurs, et y compris avec l'interne, de se mettre d'accord sur ce qu'on veut dire quand on dit satisfaisant, intermédiaire ou insatisfaisant. Alors pour aller plus loin, moi je pense qu'il faut se servir du référentiel de niveau, et puis probablement, en lien avec la réforme du DES, relier les niveaux attendus aux phases socles, approfondissement, et puis plus tard la troisième phase de la 4e année, et essayer d'harmoniser les attentes. Donc, pour ce qui est du référentiel de niveau, je vous rappelle rapidement ce qu'on appelait les niveaux génériques. Les niveaux génériques, c'est pour dire finalement qu'est-ce qu'on s'attend à trouver chez un novice, qu'est-ce qu'on s'attend à trouver de façon globale, en dehors des compétences, des 6 compétences, mais globalement, comment est le novice. Donc le novice, voilà, on espère qu'il a compris qu'il opère sur de l'humain, qu'il va devoir supporter une part d'incertitude, etc. On s'attend qu'il soit au moins comme ça. S'il n'est pas encore comme ça déjà quand il arrive dans le DES, pour moi il est je sais pas, il est débutant, il est je ne sais pas encore quoi avant, mais il faut au moins l'amener à ça au début du DES. Et puis ensuite il va passer intermédiaire. Et là, vous voyez qu'il y a une chose très intéressante dans l'intermédiaire, c'est qu'il commence à comprendre ce qu'on lui fait faire et à quoi ça sert. Parce que souvent, celui qui arrive, on lui fait faire plein de trucs, il ne sait pas encore très bien ce que c'est que le métier de généraliste, il ne sait pas très bien les missions auxquelles il va être confronté, et du coup, il ne comprend pas tout. L'intermédiaire, normalement, il a compris pourquoi ce qu'on lui enseigne et ce qu'on lui fait faire a un sens et comment s'en servir. Et aussi, il commence à dire, ben moi je vais avoir besoin de cette formation, et à s'investir dans cette formation pour aller plus loin. J'ai fait quelque chose là, je ne sais pas quoi. Du coup, il est plus autonome, il commence à être un peu plus confiant en lui, et normalement l'intermédiaire, on l'avait défini, et c'est le problème peut-être qui va se poser avec la nouvelle maquette, sur des internes qui faisaient leur niveau 1 en 3e, 4e, voire 5e semestre, donc des internes qui étaient quand même un petit peu formés à la médecine en général, sinon à la médecine générale. Et du coup, ce niveau intermédiaire-là, peut-être faudra le réévaluer ou peut-être le décaler, parce qu'il me semble difficile, vu les critères, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont intéressés un peu aux différents indicateurs de niveau, mais ça me paraît un petit peu élevé pour, par exemple, un premier semestre. Ensuite, donc, il y a le niveau compétent, donc celui normalement qui a fini sa formation, qui est apte à aller agir comme médecin autonome, voilà, en toute sécurité, autant pour lui que pour les patients. Donc il est autonome, il assume ses responsabilités, il collabore, il est centré patient et il s'interroge sur sa pratique.
En vrai, globalement, le souci, c'est qu'effectivement, on est parti, alors je dis on, puisque, entre autres avec Christian, et puis j'en vois quelques-uns dans la salle qui ont travaillé dans le groupe d'experts national, le compétent, on l'a défini comme étant celui qui semble prêt à exercer. Il n'est pas expert de sa discipline, il a encore des choses à apprendre, mais il peut y aller, il n'y a aucun souci, il peut aller gérer son cabinet de médecine générale. Sauf qu'en vrai, on l'avait défini par rapport à l'observation d'interne en fin de SASPAS, et que souvent, on se rend compte qu'il y a un peu de difficulté à atteindre ce niveau, là encore, pour la fin de la 3e année. Ceux qui, alors peut-être, je ne sais pas si Alain aura l'occasion d'en parler, mais il fait partie de ceux qui essayent de certifier à partir des descripteurs de niveau de compétence, et qui disent, bah oui, mais franchement, le niveau compétent, on a du mal à certifier qu'ils sont tous, qu'ils ont tout coché, entre guillemets, enfin qu'ils ont tout validé le niveau compétent. Et que peut-être justement cette fameuse 4e année au cours de laquelle ils seraient vraiment en autonomie supervisée pendant 1 an, où ils auraient le temps de s'installer dans une attitude professionnelle, permettrait probablement d'acquérir ce niveau compétent de façon plus homogène pour les différents internes. Alors là, je vous ai mis juste un petit peu ce qu'on entend par compétent. Par exemple, dans éducation, prévention, dépistage, santé individuelle et communautaire. Donc voilà, lui, il est compétent, il intègre couramment dans son activité de soins la prévention, le dépistage, l'éducation. Il est capable aussi d'accompagner le patient dans une posture d'éducateur. Ça, franchement, je trouve que c'est difficile, même en fin de SASPAS. Il collabore activement avec d'autres intervenants. Ça dépend dans quel type de lieu de stage il a été mis, enfin là où il a pu collaborer, parce que parfois ils n'ont pas eu l'occasion tellement de collaborer, donc ils ne sont pas très à l'aise avec ça. Et enfin, il clarifie les tensions entre enjeux individuels et collectifs de la prévention pour recharger l'adhésion du patient. Souvent, ce qu'on avait montré, parce qu'on avait fait un peu des recherches sur le niveau compétent, c'est que l'approche centrée patient et le fait d'avoir une décision partagée, etc., c'est encore difficile, même à la fin du SASPAS. Ils sont encore très centrés sur les besoins du médecin, et probablement qu'il faudrait aller plus loin en formation pour qu'ils acquièrent ça. Donc pour partager les outils et puis aller un peu plus loin dans l'organisation, probablement qu'il faut se donner des moyens. Et les moyens, j'avoue que je les appelle de mes voeux. On a commencé un travail là, qui est en cours sur avoir les idées d'une base de portfolio commun pour la filière universitaire de médecine générale. C'est ce qui se passe dans les autres disciplines, hein. Ils sont en train de mettre en œuvre des portfolios nationaux pour la neuro, le cardio, etc. Nous, on est un peu sur le portfolio à la carte selon les facs, et je pense qu'il faut arriver à trouver un socle commun. Le travail est en cours de faire une sorte enfin c'est pas une sorte, c'est une méthode de consensus, un peu comme pour les recos de la HAS. Donc ça a commencé, il y a le groupe de pilotage qui a travaillé, qui va bientôt envoyer au groupe cotation, qui ensuite va se déterminer sur les propositions et qui sera envoyé à un groupe relecture. Donc on va vraiment avoir un travail commun avec l'ensemble des facs, avec des représentants quasiment dans chaque fac. Je crois qu'il n'y en a pas représentés du tout, pour dire finalement qu'est-ce qu'on attend d'un portfolio qui serait commun, au moins sur un socle commun à la FMG. Et puis il y a des travaux aussi qui vont se faire de recherche sur les traces d'apprentissage, en particulier sur le RSCA, qui est quand même un outil très partagé par la communauté pédagogique, mais qui regroupe là encore des choses très hétérogènes quand on va voir dans les portfolios des différentes facs à quoi ressemble un RSCA. C'est pas forcément le même outil, c'est pas forcément la même chose qu'on en attend. Donc probablement qu'il va falloir harmoniser. Et là, il y a aussi un groupe de travail qui va se mettre en œuvre avec au moins la moitié des facs qui étaient représentées quand on en a parlé, pour essayer de se mettre d'accord là-dessus. Et puis voilà, j'ai évoqué tout à l'heure des travaux dans les journaux de bord de SASPAS. J'espère pouvoir travailler avec Poitiers, je ne sais pas, oui, à Poitiers dans le coin, voilà. Puisqu'ils ont eux aussi un relevé d'activité quotidienne chez leur SASPAS, et d'identifier les familles de situation de nos internes SASPAS, parce que dans l'étude que je fais, visiblement, l'offre de formation ne leur permet pas tellement de travailler sur les patients chroniques, par exemple, les familles de situation chronique. Et par définition, si on n'arrive pas à les mettre en situation, il y a des chances qu'ils n'arrivent pas à se former.
Et puis, alors là, c'est un petit peu mon grand délire, hein, je l'avoue. Je rêve parce que voilà, je me dis peut-être un jour on pourra arriver à faire un vrai modèle de développement de la compétence en médecine générale. Et pour ça, il faudrait faire des suivis de cohortes. Donc ça veut dire qu'il faudrait arriver à former des gens qui évaluent des internes sur toute la durée en faisant une cohorte nationale représentative de l'ensemble des facs. Et pourquoi pas, alors pas tout de suite, hein, mais mettons en 2020 ou 2022, se lancer dans quelque chose comme ça. Et puis aussi, bien sûr, aller sur des rangs Delphi ou sur des groupes nominaux pour avoir vraiment des méthodes validées pour se mettre d'accord sur des consensus autour de quels sont les indicateurs pertinents parmi ceux qu'on avait décidés en groupe d'experts, mais finalement, il faut peut-être le rendre à la communauté et puis qu'on s'en serve. Donc, ils sont pertinents en stage, mais aussi en supervision directe, en supervision indirecte. Et puis créer des outils, peut-être se les échanger, les essayer, chacun dans nos facs. Il y en a qui essayent de faire des outils. Voilà, des fois, ça nous décontenance un peu parce que ça ne ressemble pas à ce qu'on fait, mais ça peut être intéressant d'essayer de voir ce que ça donne quand on les essaye, et puis voir finalement qu'est-ce qui est efficace et qu'est-ce qui permet aux internes d'avancer et de qui nous permet de les évaluer dans des bonnes conditions. Je crois que c'est fini. Oui, je vous remercie. Thank you.